Alors, bonjour à tous qui nous écoutez dans la salle ou bien à l'extérieur. Je crois qu'il y en a quand même une douzaine de personnes à peu près à l'extérieur. Bienvenue à tous. Mon nom est Zélie Guével et je vais vous faire une petite introduction rapidement. Alors, la question des langues autochtones, c'est un domaine d'intérêt à explorer comme richesse de notre patrimoine culturel collectif. La présente communication s'inscrit donc dans le cadre des activités de l'IPAC, l'Institut du patrimoine culturel, un centre de recherche multidisciplinaire centré à l'Université Laval. Cette question rejoint aussi bien sûr les interrogations des traducteurs et des terminologues ici présents dans la salle, puisque nous sommes dans un cours de traduction et terminologie. Bien entendu, il faudrait un long préambule pour évoquer les travaux de nos précurseurs à l'Université Laval dans ce champ d'intérêt que représentent les langues autochtones, comme le professeur Louis-Jacques Doré, mais j'en parlerai pas davantage. La décennie des langues autochtones proclamée par les Nations Unies est une période qui devrait permettre à tous de découvrir un trésor longtemps négligé, malheureusement méconnu, puisque les langues sont le premier emblème de l'identité et qui permettent de sortir de l'invisibilité. Pour commencer, l'invisibilité criante des 11 nations autochtones du Québec, dont la nation Abénakis, dont il va être question aujourd'hui. Sans tarder davantage, je vais donc accueillir notre conférencier, Philippe Charland, docteur en géographie, qui s'est engagé dans la connaissance de la langue abénakise, qu'il contribue à faire connaître par ses recherches, entre autres, par sa collaboration à la rédaction de dictionnaires et de grammaire de la langue. Ses intérêts de recherche portent aussi sur les questions toponymiques, géographiques, historiques et linguistiques, bien sûr, concernant les autochtones de la région. Et il faut souligner que notre conférencier est une personne de terrain puisqu'il enseigne la langue abénakise dans les communautés ainsi qu'à l'Institut Kiuna et qu'il est chargé de cours en langue abénakise dans 2 universités, Sherbrooke et Bishop. Alors, le sujet, traduire la modernité en abénakis, je vous laisse la parole. Et puis, voilà. Partager l'écran. Voilà. Quoi, alors bonjour, je suis content d'être ici aujourd'hui. Je vais vous présenter un peu un portrait de la langue abénakise, mais à travers la modernité. Mais la modernité, ça change à travers le temps. Donc, on va faire un peu un tour d'horizon qui va commencer au 17e siècle, va finir au 21e siècle. Si je peux, en fait, ce qu'on va regarder un peu, c'est l'état de la langue abénakise, dans le fond, des stratégies d'adaptation qui ont été faites à travers le temps, justement, pour traduire cette modernité-là. Par modernité, ce qui est moderne à une époque n'est pas nécessairement à une autre, mais comme la société évolue partout, on va voir un peu. On va voir un peu les efforts qui ont été faits pour traduire cette modernité-là. Commençons un peu avec l'état de la langue abénakise, parce que les gens ne savent même pas que ça existe, les Abénakis. C'est une des 11 nations qui existent au Québec. Souvent, les gens vont dire « Ah, c'est une nation d'immigrants qui vient ailleurs. » Non, parce qu'avant les frontières, ce n'était pas ce que c'est de nos jours. On va voir un peu un portrait de ça. Je me suis utilisé cette carte-là, une vieille carte des affaires secrétariat aux affaires autochtones, qui présente avec des petits pouces bleus des préjugés de notre époque. Mais évidemment, ça vous montre un peu la méconnaissance des Abénakis. Parce qu'on regarde cette carte-là, Wolinak, qui est une des 2 communautés abénakises, est sur la rive nord du fleuve, alors qu'elle se peut être sur la rive sud. Donc, vraiment un problème de graphisme ou de méconnaissance complète de la part de l'État. C'est pour vous montrer un peu. Comprendre c'est quoi les Abénakis, c'est quoi ça comme groupe. Déjà, la langue abénakise, c'est une langue de la famille des langues algonquiennes. Comme on pourrait prendre l'Innu, l'Atikamekw qui sont autour d'ici, ou Anishinaabe-Mowen qui sont des langues aussi algonquiennes. Pourquoi je dis, j'ai dit au départ que les Abénakis ne sont pas nécessairement des immigrants, c'est que les Abénakis ont occupé une zone à travers le temps qu'on pourrait couvrir en suivant la rivière Richelieu, le lac Champlain comme ça, jusqu'au nord du Massachusetts, et on pourrait remonter comme ça, faire une boucle
ça serait dans cette zone-là. Donc là, vous voyez maintenant, il y a une frontière en plein milieu. À une autre époque, les frontières, ça n'existe pas. C'est récent dans le temps, les frontières, et ce sont des vues de l'esprit. Donc, les Abénaquis occupaient toute cette zone-là. Plus tard, au 19e siècle, les Abénaquis vont occuper une zone plus au nord, ce qui fait en sorte que si on regarde de nos jours, il reste deux endroits, Odanak et Wolinak. Odanak, ceux qui se le demandent, mais probablement des gens qui sont à l'écoute présentement doivent le savoir. Pour les autres, Odanak, ça veut dire au village, et Wolinak, ça veut dire à la baie. Donc, c'est deux villages abénaquis qui sont là depuis des centaines d'années et qui ont été créés à partir de groupes qui étaient soit dans ces régions-là, qui occupaient ces zones-là, ou qui sont venus vivre là. Donc, pour avoir un peu une idée, un portrait, là, pour avoir une idée pourquoi je me suis intéressé aux Abénaquis. Je me suis intéressé à une autre époque, justement, pour des phénomènes de traduction, sans le savoir. Quand j'étais jeune, j'ai eu accès à un livre qui s'appelait Histoire des Abénaquis, qui est un livre qui a été écrit en 1866 par un curé qui, justement, a colporté la rumeur que les Abénaquis sont des immigrants. Mais quand on fouille un peu dans l'histoire, on se rend compte que le curé Moreau avait intérêt à dire qu'il venait d'ailleurs parce qu'il avait acquis illégalement des terres de la réserve d'Odanak. Donc, il avait intérêt à dire qu'il ne venait pas de là pour ne pas avoir de problème plus tard. Donc, l'idée est restée à travers le temps, mais si on regarde dans un portrait général, ben, les Abénaquis occupaient déjà cette zone-là. On continue à l'occuper, puis comme on a vu à les cartes à travers le temps, ben, il occupait un certain espace, mais ça a toujours été un peu méconnu. Donc, moi, c'est en lisant le livre de Histoire des Abénaquis que je me suis rendu compte qu'il y avait de l'information là-dedans, qui plus tard n'avait pas été répertoriée ou réutilisée. Puis il y avait aussi des problèmes de traduction aussi à travers ça, parce que souvent, les toponymes de la vallée du Saint-Laurent ont une origine assez étrange, pas parce qu'ils sont dans des langues autochtones, parce que leur traduction a été donnée à une autre époque, et tout ce qu'on a fait, c'est l'espèce de jeu du téléphone, donc de répéter la traduction à l'infini sans l'avoir analysé. Puis souvent, ça ne fait aucun sens. Pour donner un exemple, il y a beaucoup des toponymes de la vallée du Saint-Laurent qui datent d'un article de journal du milieu du 19e siècle où on a demandé est-ce que quelqu'un saurait ce que ça veut dire Kamouraska, Arthabasca, etc. Et quelqu'un a répondu oui, moi je le sais, je suis un missionnaire dans l'Ouest, je vais tout vous traduire ça. Donc, le répertoire des erreurs qui a été créé à cette époque-là est reporté jusqu'à nos jours. Donc, moi, en fouillant, c'est ce qui m'avait intéressé à la linguistique par la porte d'en arrière, donc par la toponymie. C'est ça qui m'avait intéressé. Puis c'était de la traduction en me disant, ben, j'ai trouvé des sources qui me disent des choses contraires. Je vais aller fouiller là-dedans. C'est ce qui m'a fait m'intéresser à la langue abénaquise, entre autres. Puis j'ai fini par être. Parce que moi-même, je ne suis pas abénaquis. C'est ça la chose la plus étrange. Peut-être un peu un phénomène similaire avec ce que Zélie disait auparavant. Louis-Jacques Doré aussi n'est pas un Inuk et il a appris la langue. Donc, c'est un peu le même phénomène. Donc, un intérêt pour aller voir plus loin. Puis quand on fouille dans les langues, des fois, on découvre des trésors, on voit un peu l'évolution des langues un peu à travers ça. Si on regarde un peu l'état de la langue abénaquise, quand je l'explique, souvent, les gens ignorent que les Abénaquis existent déjà au départ, puis ensuite ignorent l'état de la langue abénaquise. On a ici une photo qui date évidemment d'une autre époque, elle est en noir et blanc. Et quand on la regarde ici, c'est une photo qui a été prise à peu près il y a 100 ans. Sur cette photo-là, selon vous, je vais vous poser une question, est-ce que les gens qui sont là, qui sont-ils, premièrement? Et là, on va supposer, ceux qui ont l'œil aiguisé vont dire ah, ça doit être à Odanak, ça doit être des Abénaquis. Oui, bonne réponse. Je réponds pour vous, mais parmi ces gens-là, est-ce qu'il y en a qui parlent abénaki? Est-ce qu'il y en a qui parlent français? Est-ce qu'il y en a qui parlent anglais? Est-ce qu'il y en a qui parlent d'autres langues? Qui parle quoi là-dedans? Est-ce que tout le monde parle français là-dedans? Oui, non, vous n'êtes pas sûr? La réponse, c'est oui. Est-ce que tout le monde parle anglais? Vous n'êtes pas sûr, non? Ça, c'est dans le fin fond du Québec, là, au milieu du Québec, au 20e siècle, début 20e siècle. La plupart parlent en anglais. Et ce qu'on pourrait dire, c'est est-ce que les gens parlent aussi abénaki? Ben oui, si c'est des Abénakis, on va supposer que oui. À cette époque-là, on pourrait dire que presque l'entièreté des gens qui sont là parlent en abénaki. Ils sont à peu près tous trilingues. Et il va se produire un phénomène à partir de ce moment-là, là-dedans, qui ne parle pas abénaki? Avez-vous une idée? Là, je vous demande à la foule ici, là, mais y a-t-il quelqu'un là-dedans que vous dites, ah, lui, il ne parle pas en abénaki, c'est sûr?
Le monde va dire le curé, mauvaise réponse, parce que c'est lui-même un Abénaki. Donc, il parle en Abénaki déjà. Donc, c'est la première fois qu'ils ont eu un curé pour la mission qui était Abénaki, il parlait Abénaki, mais il était un peu contre toutes ces affaires-là de culture, langue, mais il parlait quand même. Les premiers qui vont commencer à pas parler, c'est si on regarde les plus jeunes, on n'en voit pas beaucoup, les plus jeunes vont être la première génération à ne pas apprendre l'Abénaki. Puis, de nos jours, si on se fie aux statistiques, ça, c'est les plus récentes qui ont été faites par le secrétariat des Affaires autochtones, c'est en 2016. La population, si on regarde des langues parlées dans l'ensemble de la population autochtone, on se rend compte que l'Abénaki n'est même plus là. La population Abénaki, c'est à peu près 3000 personnes. Il n'apparaît pas là-dedans. Donc, l'indice que je disais, c'est moi qui enseigne, c'est peut-être un bon indice, c'est parce que ça ne va pas très bien. La plupart des langues autochtones vont très mal. Puis, dans l'ensemble des langues qui sont là, qu'on peut voir, c'est des langues parlées au Québec. À part, on va dire, le cri, peut-être l'ensemble de la population parle le cri ou presque. Dans les autres langues, si on pense à l'Innu, souvent on est en contact avec ça, sont pratiquement 20 000. Ça veut dire que la moitié de la population ne parle français ou anglais. Donc, c'est déjà. Puis, Atikamekw, l'ensemble pratiquement de la population, peut-être à 90% parle Atikamekw, donc il y a une part qui ne parle pas. Mais est-ce que ça fait en sorte que ces langues-là vont bien par rapport aux autres langues dans le monde? C'est tout le temps la question qu'il faut se poser, est-ce que les langues vont bien ou pas? Ben, il n'y en a aucune de ces langues-là, selon les normes établies par les linguistes. Ça prend à peu près 30 000 personnes pour avoir une survie d'une langue, pour que ça vive, que ça se reproduise. Ça ne veut pas dire qu'on disparaît demain matin, mais ça va très vite. Si on prend pour les Abénakis, le cas des Abénakis, on est passé de pas mal tout le monde parlait à c'est moi qui enseigne, ce qui n'est pas normal, ce qui est un phénomène assez étrange. Donc, il n'y a plus vraiment de L1, donc des locuteurs de la langue, c'est des L2 qui restent. C'est-à-dire des gens qui ont réappris, donc à différents niveaux. Donc, c'est là qu'on est, ça veut dire que ça va mal. Mais, évidemment, les langues, ça évolue à travers le temps. Les langues s'adaptent, les gens s'adaptent. Pourquoi les gens ont laissé leur langue? Les faibles nombres, des fois, puis les conditions économiques, souvent, on va avoir accusé les pensionnats. Dans le cas des Abénakis, ils allaient à l'école de jour, donc ils restaient dans leur village. Donc, on ne peut pas nécessairement accuser ça. Puis le choc était peut-être moins grand d'aller à l'école en français ou en anglais parce qu'ils parlaient déjà. Donc, mais l'enseignement pendant 100 ans a été fait, au moins 100 ans a été fait en Abénaki à Odanak. Donc, c'était possible d'étudier, une formation au niveau primaire, c'était possible d'étudier en Abénaki pendant une centaine d'années. Ça a arrêté en 1930 à peu près. Donc, c'était possible d'aller à l'école, il y avait un système, c'est juste qu'il y a un autre système qui est embarqué par-dessus, puis c'est un des facteurs parmi tant d'autres qui font en sorte que la langue, on ne va dire pas disparu, mais a été mis de côté. Mais évidemment, à travers le temps, les gens sont adaptés, on continue à vivre, les Abénakis ne sont pas disparus. Mais si on remonte bien plus loin dans le temps, puis ça, on va voir le phénomène se reproduire par la suite, c'est les gens sont souvent confrontés à de la nouveauté. Vous l'êtes tous, là, si on recule il n'y a pas si longtemps, les téléphones cellulaires, c'était quelque chose qui était pas commun, les ordinateurs, c'était pas commun. Avant ça, la télévision, l'électricité, puis on peut remonter dans le temps comme ça. Donc, il y a des innovations qui se produisent à travers le temps. Puis les gens, doivent avoir des stratégies pour s'adapter à ça, c'est-à-dire, évidemment, utiliser les nouveaux objets, mais aussi comment les nommer, comment les décrire, comment les représenter. Et en regardant à travers mon sujet personnel, donc l'étude de la langue abénakise, à travers le temps, il y a différents écrits qui ont été faits là-dessus, puis souvent, ça va être des gens qui font un travail tout seul ou en groupe, ça va dépendre, mais souvent, ça va être tout seul, à faire un travail X, puis ils doivent avoir accès à l'information, ils doivent de communiquer quelque chose, donc ils vont devoir s'adapter. Donc, des stratégies d'adaptation qu'on va retrouver, puis vous allez en voir à travers ce que je vais vous présenter, que vous ayez une idée. Souvent, on va faire des emprunts à d'autres langues, donc, puis on le fait en français aussi, on va le trouver en abénaki. On ne sait pas comment décrire telle chose, on va emprunter puis l'adapter. Dans ce cas-là, on pourrait dire abénakiser dans le cas présent. On va prendre l'information qu'on avait venant de X, Y langue, puis nous l'a apporté souvent ou pas. Et on va refaire un mot où ça va sonner un peu pareil. Vous allez voir des exemples avec ça. On va avoir aussi des associations avec des choses existantes, c'est-à-dire que quelque chose de nouveau arrive, qui n'est pas exactement la même chose
mais qui ressemblent à quelque chose qu'on avait. Donc, on va les fusionner ensemble, même si c'est deux choses différentes. C'est ça qu'on va voir. On va voir différents exemples, je vais vous en montrer. Sinon, on va faire quand même une description de la chose en question. Là, par chose, ça peut être quelque chose d'animé, inanimé. J'expliquerai un peu le concept après. Donc, on va s'adapter en soit empruntant quelque chose d'une langue, soit en l'associant à quelque chose qui existe ou en décrivant l'objet. Ça va faire une phrase qui est extrêmement longue. Et souvent, vous allez voir des mots qui ont l'air très longs, mais souvent, ça va être des phrases aussi. Il faut comprendre derrière ça. Donc, si on regarde au 18e siècle, là, puis j'ai marqué 17e, c'est 18e en même temps un peu, les premières traces qu'on a de la langue abénakise au niveau écrit, qui nous restent, qui sont venus jusqu'à nous, c'est à travers les Jésuites qui venaient pour évangéliser. Souvent, les gens vont dire « Ah, les Jésuites, c'est donc terrible, là, le catholicisme, nanana. » Oui, mais il faut creuser, il faut aller au-delà de ça. Puis souvent, ils vont dire « Ah, si tout a été censuré, c'est pas vrai parce que les ouvrages qui sont faits ne sont pas destinés à un large public. » On va voir une version là, du Père Aubry. Je ne dis pas que le catholicisme est bon, là, je dis que ça s'est rendu jusqu'à nous, il y a de l'information, puis on n'a pas nécessairement caché, on n'a pas censuré des choses. Souvent, s'il y a eu de la censure, ça va être plus, au lieu d'écrire, par exemple, les parties du corps en français, ils vont les mettre en latin. Fait que ça va être ça leur forme de censure. Mais les documents ne s'adressent pas à un large public. On va prendre un exemple pour voir un peu, parce que souvent, je vous ai parlé de religion, c'est un religieux. Est-ce que le missionnaire Joseph Aubry, qui a fait son document en 1715, est-ce que le missionnaire est obsédé par des trucs de religion? Pas tant que ça. Son but, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe, d'être capable de communiquer un message qui apporte la bonne nouvelle, évidemment, mais il faut qu'il comprenne ce qui se passe autour aussi. Donc, si jamais le missionnaire n'était pas capable de comprendre, ils sont en train, par exemple, faire une cérémonie X pour invoquer on ne sait pas quoi, une entité X, je vais nommer ça comme ça pour rester très vague, il faut quand même que le missionnaire comprenne ce qui se passe. Donc, s'il n'y a pas les mots pour avoir accès à ce qui se passe, il ne saura pas que ça se passe. Donc, il a besoin de vocabulaire dans toutes les sphères d'activité. C'est comme ça qu'on va voir un genre de portrait apparaître à travers le temps, parce que ce qu'on va construire là, par exemple, si je prends l'exemple du jésuite Joseph Aubry, son manuscrit est un document qui a été produit, dans le fond, dans un contexte X, donc pour l'évangélisation, mais c'est à des fins personnelles. Et les gens vont construire là-dessus. Donc, c'est pas un peu pour le suivre. Là, d'ailleurs, ces documents-là, je me permets de le mentionner, c'est sous forme manuscrite, mais présentement, on travaille sur un projet qui s'appelle le projet Wikigani-Saskatch. Ce qu'on fait, c'est avec l'Université de Sherbrooke, là, avec mes collègues Patricia Godbout et René Lemieux. On travaille à transférer ces documents-là dans une forme, donc sur un document Word, à l'aide de logiciel qui s'appelle Transcribus. Donc, c'est ce savoir-là qui est là de manière un peu inaccessible parce qu'on ne peut pas chercher dedans. Bientôt, on va pouvoir avoir accès, parce qu'il y en a plusieurs autres que je vais vous montrer. Ils vont tous avoir été traités. Donc, ce que ça fait, le logiciel, c'est que ça prend l'écriture manuscrite et ça le transcrit. Donc, avec un taux à peu près de 80, ça va entre 92 et 98% de réussite. Donc, au lieu de taper toutes les pages, mourir, le logiciel apprend la langue puis il transcrit. Donc, ça va être accessible un jour. Pour l'instant, il faut fouiller là-dedans et trouver des trésors comme ça que je vous présente. Donc, ça, c'est ma petite parenthèse pour expliquer. Mais si on regarde par rapport au vocabulaire religieux, étonnamment, on pourrait penser à Jésus qui va juste parler d'affaires de religion sans arrêt. Non, il a besoin de tout le vocabulaire. Fait que là, si on regarde là-dedans, on va voir, là, je ne sais pas si vous avez l'œil pour lire ce qui est écrit. Là. C'est écrit Jésus, jésuite, chrétien, évidemment. On a de l'information qui transparaît à travers ça, mais qu'est-ce qu'on va voir comme information à côté? Si vous êtes capable de lire, ça va être écrit Césus, Césus. Fait que c'est probablement de Jesus. Donc, la première fois qu'ils ont entendu parler de Jésus, c'est probablement à travers l'anglais. Donc là, on a un emprunt fait à l'anglais. Et plus tard, quand on va le voir de nos jours, c'est rendu Sazus. Donc, les langues se modifient un peu, mais le son est resté un peu, mais il s'est modifié. Donc, si on trouve avec Jesus, dans le fond, là, c'est là qu'on l'a entendu la première fois. Donc, on a à la fois une information, ils ont fait un emprunt parce qu'il n'y avait pas ça, mais on sait aussi quand est-ce qu'ils ont entendu parler la première fois de Jésus, c'est à travers l'anglais. Il y en a d'autres des plus difficiles à comprendre, parce qu'un jésuite, évidemment, Joseph Aubry était un jésuite comme les autres avant, Sébastien Rall aussi qui l'a précédé. C'est un jésuite. Comment on va décrire un jésuite?
ben, il n'y a pas de Jésus dans. Parce que vous avez ça, ce mot Jésus, il n'y a pas de Jésus là-dedans. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une combinaison. À la fois, il y a un emprunt là-dedans et il y a une description. Ça vous donne un peu le concept. Où est l'emprunt? C'est un emprunt au français qui est ici. On a emprunté, ça c'est Patreon, fait qu'on dirait Mkazawasawat. Ça fait longtemps que je n'ai pas lu dans ce format-là, Mkazawasawat, mais ça veut dire Patleons. Patleons, c'est patriarche. Donc, on a fait un emprunt au français, vous ne l'auriez jamais reconnu. Vous ne l'auriez pas vu venir. C'est patriarche qui est apparu là. Puis Mkazawasawat, ça veut dire celui qui est habillé en noir. Donc, l'idée de robe noire, fait qu'on a une combinaison de genre patriarche, ça serait le mot pour un curé, mais de nos jours, un Jésus, on dirait Mkazawa-Sawat. Ça ressemble pas mal, là, ça suit quand même. Ça défait aussi l'idée des gens. Ah, c'est du vieil Abénaki. Non, non, c'est parce que c'est pas écrit pareil. Là. Va voir Jacques Cartier. Les récits de Jacques Cartier, essaye de lire ça, c'est en français. On comprend pas, ben, c'est le même principe là. L'écriture s'est modifiée, mais le sens n'a pas nécessairement changé. Un peu, mais pas tant que ça. Donc, le Patreon a pris le bord. Là, si on regarde dans qu'est-ce qui est être chrétien aussi, là, on a notre Sasus qui revient. Pombatame Winno. Là, il y a encore un emprunt ici. Fait que là, il y a à la fois un emprunt, deux emprunts et une abénécisation puis une création qui sort totalement de la création. L'emprunt à deux langues en même temps. Donc, on a notre fameux Jesus qui est ici. Puis, Pombatame, c'est pour baptême. Donc, la religion, c'est associé au baptême. Donc, c'est quelqu'un qui est baptisé par Jésus. OK, bon. Il y a deux emprunts qui apparaissent. Puis là, d'autres façons de décrire la situation, parce que le Pombatame, c'est comme pour être un chrétien. Le Quena Pombatame, ça veut dire qu'il serait très pour le baptême. Fait que c'est pas nécessairement une bonne relation, il n'est pas bon chrétien, il est juste beaucoup pour le baptême. C'est ça la traduction littérale qu'on retrouve. Là, quand on fouille, on se rend compte que Pombatame, ça a l'air pour la religion, puis plus tard, un chrétien va donner Pombatame Winno. Donc, on va couper le Jésus, et Jésus va tomber, puis ça va juste être Pombatame Winno. Puis même lui-même, Aubry, va mettre plus tard dans sa version Abénaki français, lui, il met Pombatame Winno. Donc, oui. On le voit souvent, je pense que c'est les langues algonquiennes. En fait, c'est un son qui n'existe pas en français. Donc, en fait, non, il y a deux choses. De nos jours, c'est un son qui n'existe pas en français. À une autre époque, c'est le Omicron et le Upsilon, qui sont un par-dessus l'autre. Parce qu'il n'y a pas de wa en français. Le W n'existe pas. Donc, si on regarde, par exemple, le mot Watt, O-U-A-T-E, ou la rivière des Outaouais, le O-U, c'est comme ça qu'on va le représenter. Fait que c'est le son wa, parce qu'il n'y a pas de W. Plus tard, on va le voir dans la langue abénakise, il va changer, il va prendre la place du AN trémie. Mais pour l'instant, à cette époque-là, puis pour l'ensemble des langues algonquiennes, là, quand on voit un O avec un U, ça a l'air d'un 8, là, mais c'est vraiment un O, Omicron, Upsilon sur le dessus. C'est pour faire le son web. Toutes les autres langues algonquiennes vont l'avoir parce que tout le monde passe par Québec au séminaire, dans le fond, pour apprendre à la fois les langues autochtones et aussi apprendre à écrire aussi. Donc, c'est une standardisation qui a été créée par finalement le Collège des Jésuites. C'est ça. Fait que, même si on le voit en Wendat ou en Anishinaabe-Mowen, ça va tout le temps ou. C'est le son ou. Pombatame Winno. Fait que là, si on le voit ici, on va prendre l'exemple parce que là, ça, c'est. Si je le mets, par exemple, attends, on va prendre un exemple ici. Quand il y a des A, N, tréma, de nos jours, ça serait comme un on. Puis là, on aurait repris ce 8-là, mais à l'époque, ça va être un ou. Fait que là, on pourrait Sesoswe, Pombatame Winno. Mettons dans ce mot-là. Oui. Est-ce que tu l'écrirais de la même façon, la version magnifiée? Le son? C'est le V aussi, c'est que ça prendrait une notion de nos jours, ça serait plus ça, là, mais à l'époque, pour représenter le son ou c'est ça qu'on utilise dans pas mal toutes les langues algonquiennes. Plus tard, ça va changer. Toutes les langues ont modifié leur façon d'écrire, mais dans ce temps-là, c'est un ou d'un wa. Puis on le voit dans la rivière des Outaouais. À d'autres époques, on le voit écrit le Omicron avec le Upsilon sur le dessus, Ottawa. Mettons comme ça. C'est un modèle, c'est comme si les jésuites sont donné un modèle
quand tu entends ce son-là, écris-le comme ça. C'est ça pas mal la signification. Là, si on regarde encore des trucs de religion, mais on va voir un peu comment on peut s'adapter. Ce mot-là ici, là, qui était à Winwanson, pour prier, a changé à travers le temps parce qu'il y a aussi Aya Meron, ça serait la prière, c'est devenu Aya Meron. Là, je vous l'ai écrit en moderne, là, mais c'est la prière, c'est ce qu'on va donner comme information, mais on dit, regardez, c'est le mot algonquin. Donc, on avait quelque chose qui a été abandonné au profit d'un autre. Donc, c'est un emprunt à une autre langue autochtone, mais qui a décidé quoi? Probablement que le jésuite a poussé pour ça ou que c'était plus facile, on ne sait pas exactement, mais ça s'est adapté parce que c'était souvent par rapport à Pont Battant, puis c'était Winwanson. Donc, ça a changé aussi à travers ça. Quand on voit d'autres vocabulaires, on va retrouver, parce qu'à l'intérieur de ce dictionnaire-là, pour montrer que ce n'est pas pour monsieur, madame, tout le monde, le dictionnaire, même si ça a l'air quand même assez propre, le dictionnaire, il y a plusieurs langues cachées à l'intérieur. Donc, en fait, c'est un dictionnaire qui est trilingue, peut-être quadrilingue. Il faut passer à travers tout parce qu'en français, en abénaki, en algonquin, comme il dit là, puis les entrées qui sont à côté ici sont d'une autre main, d'une autre personne plus tard ou en même temps. Puis une quatrième langue serait le loup. Donc, il y a comme 4 langues cachées là-dedans, mais il faut le savoir. Donc, ce n'est pas destiné à monsieur, madame, tout le monde. C'est pour ça qu'on se permet de parler d'un peu n'importe quoi, mais on n'est pas juste obsédé avec la religion, parce que, évidemment, il y a d'autres sujets à parler, et peut-être pas, je vais vous montrer d'autres choses. Quand on baptise, regardez, avant, c'était One, et là, c'est devenu Pont Battant Mongan. Fait que ça a changé aussi à travers le temps. Évidemment, ça, c'est la source qui va avec ça. Puis l'autre, ça, c'est le mot moderne. J'ai oublié de vous mentionner, mais ça, c'est les mots modernes à côté. Un bréviaire, là, vous savez maintenant qu'est-ce que ça veut dire Pont Battant mais. Un bréviaire, je ne sais pas c'est quoi de toute façon. C'est un livre ce que ça dit, dans le fond, c'est un livre de religion, dans le fond. Awikagan, c'est un livre de religion. Et Pont Battant, ça, c'est comme le livre de la religion, dans le fond. Fait que c'est un truc pour une autre époque, évidemment, mais pour accès à la religion. Donc, il n'y a même pas le mot Bible. C'est pour ça que je vous le mets, c'est que le mot Bible n'existe même pas dans l'intérieur du document. Fait qu'on dit, il aurait dû avoir tout le vocabulaire. Non, il n'est pas là parce que ça ne vise pas un grand public. Puis, évidemment, on est face à des situations où vraiment que la Bible, à cette époque-là, n'est pas accessible pour le commun des mortels et c'est juste pour le missionnaire ou le curé. Donc, ils n'ont pas besoin de savoir ça. Évidemment, ici, on a fait une description de l'objet. C'était ça. Ça, c'est une autre chose intéressante parce que souvent, on regarde les langues, puis là, on voit passer ange, là, ils ont mis angélé. Qu'est-ce que c'est ça exactement? C'est encore un emprunt. Là, c'est de l'anglais. En anglais, c'est angel. En français, c'est ange. Ça vient du latin. Fait qu'on a emprunté au latin aussi. Fait qu'on puise à toutes les sources. Puis ici, on a Newas aussi, qui serait comme un esprit. Donc, on essaye d'adapter une réalité qui est évidemment traditionnelle, on va appeler ça comme ça, versus une réalité moderne. Puis là, on est confronté, qu'est-ce qu'on fait? On fait un emprunt, on associe, là, on est dans l'incertitude parce que plus tard, un ange va devenir osalé. Donc, on a gardé, puis ça s'est déformé encore plus, mais on a gardé l'idée. Mais si on regarde un ange, un bon, un mauvais, Olé, Newas, Madi, Newas, ça ici, c'est pas nécessairement un ange. Le missionnaire a associé ça avec un ange, mais c'est un esprit qui existe parce que c'est plus, on va dire, avant la venue des Européens, il n'y a pas de catholicisme, donc ils n'ont pas d'ange. Donc, on a pris une réalité de l'époque, puis on a essayé de l'associer ensemble. Mais dire ça, Olé, Newas, puis Madi, Newas, c'est le bon et le mauvais esprit. C'est pas nécessairement un ange, ça par rapport, on a essayé de l'associer ensemble. Regarde, le Saint-Esprit est appelé Olinewasquit par excellence, donc celui qui est très bon, pour exprimer ce qui est une personne divine. Donc, on a des idées d'époque, donc le bon esprit, c'est devenu Olinewas, mais c'est une autre entité. Donc, on essaie d'associer des choses qui marchent. Des jours de la semaine, hein, on avait besoin de ça avant des jours de la semaine. Plus ou moins. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on a besoin des jours de la semaine? On a besoin de ça parce qu'on a de la religion catholique. Si on a de la religion catholique, ça va être pratique de savoir il est quand dimanche, parce que la journée tout tourne autour de dimanche. Puis là, on dit, bon, ben là, ça doit être juste avec les catholiques qui ont eu ça dimanche, on a entendu parler de ça. Là, si on regarde ça, là, il y a un emprunt dans le dimanche. Tu sais, Santa.
Sanda, Sunday. Dimanche, c'est devenu Sunday. Donc, ça a passé par l'anglais. Donc, on va dire, ben, c'est quelque chose d'important au niveau de la religion. Non, ça a passé par l'anglais. Donc, en fait, l'emprunt l'anglais. Fait que le missionnaire accepte l'emprunt qui est fait par les Abénakis, le réutilise et, évidemment, ça sert pour fêter quelque chose qui est en français, finalement, ou en latin. Les Abénakis étaient en contact avec le monde dans le même. Pourquoi il allait chercher l'anglais? Ce qu'il va y avoir là-dedans, c'est la première fois qu'ils vont entendre parler de ça, de dimanche, c'est ça qu'ils ont entendu. Puis là, ils ont gardé ça. Comme le dimanche, ça n'existe pas. Il n'y a pas de jour de la semaine, il y a juste le matin, le midi, le soir, des mois, puis c'est tout. Il n'y a pas de concept de semaine, de jour de la semaine. La première fois qu'on entend parler, ça veut dire que c'est par l'anglais. C'est ça que ça veut dire. Donc, probablement sur la côte atlantique, quelque part, on a entendu parler de ça. Ah, OK, ça s'appelle de même. Puis on gardé le nom. Puis là, après ça, si on regarde les autres jours de la semaine, évidemment, plus tard, ils vont évoluer, mais c'est encore Sanda, puis Adotse, c'est ton mec Skawatagwe. Bon, là, ici, le concept de dimanche est disparu, mais dans mercredi, il est resté. Fait que plus tard, mercredi, ça devient Nasdaq local. Je le mets ici parce que c'est 3 fois que tu travailles. Parce que Yarda local, c'est jeudi, c'est 4 fois que tu travailles. Puis le vendredi, on a gardé l'idée de Skawatagwe. Skawatagwe 4, c'est le jour de la croix. Fait que là, les Abénaquins ont inventé la semaine de 4 jours de travail aussi, que je dis, mais c'est là qu'on voit l'importance de dimanche rester dans le temps. On voit où ça a été emprunté. Puis l'idée de vendredi, évidemment, c'est par rapport aux jours maigres qu'on avait à l'époque. Donc, on a gardé ça. On a gardé l'idée, puis c'est resté à travers le temps. Donc, c'est devenu Skawatagwe de nos jours. Des animaux, y avait-tu ça ici des animaux? Oui, non. Y a-t-il des animaux domestiques, des animaux sauvages? D'où ça vient exactement? Les indices, on a regardé là-dedans, on va avoir des beaux indices. Là, on a un taureau, on a déjà vu ça, un bœuf, vache, veau. Pourquoi on aurait besoin de ce vocabulaire-là, premièrement? Ben, parce que ça arrive. Ça veut dire qu'il n'y en avait pas ici. Et il faut s'adapter à cette réalité-là. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Si vous lisez ici le mot, ça va être, là, on dit ayamba, cows. De vache. Il n'y avait pas de vache ici. Ils ont emprunté le mot de l'anglais, puis ils l'ont emprunté au pluriel. De nos jours, un taureau, ça serait juste ayamba. Mais ayamba, ça fait référence à un mâle ongulé. Donc, là, il spécifie, c'est un mâle ongulé, mais de vache, de l'espèce vache, qui est emprunté au pluriel. Le bœuf, on va dire cows, c'est dans l'espèce, ils n'ont pas trop saisi l'idée, mais la première fois qu'ils ont vu des vaches, il y en avait plus qu'une. Ils ont en fait l'emprunt au pluriel de l'anglais. Donc, la première fois qu'on a vu des vaches, c'est par l'anglais, puis il y en avait plus qu'une. Ils ont entendu cows. Là, souvent, quand on pense du bœuf sauvage, lui, celui-là, ça va être quoi, un bœuf sauvage, selon vous? Un bison, effectivement, c'est le nom du bison. Fait qu'il y avait des bisons. Fait que là, OK, il y avait ça. Fait qu'ils ont fait un emprunt à ça. Là, évidemment, vache, c'est cows, évidemment. Poisson, ce sera une femelle de cette espèce-là. En fait, cows, puis le petit du veau, ça va être cowsis. Fait que là, on a à la fois une combinaison d'un emprunt puis d'un diminutif en abénaki. Donc, c'est nous-mêmes que les mots apparaissent. Puis, ce que ça nous montre, toujours pour des animaux, c'est parce qu'on sait, à ce moment-là, les gens n'avaient jamais vu, n'avaient jamais entendu parler de ça, ils l'ont entendu par l'anglais. Cowsis. Lui, ici, c'est intéressant parce que là, on a un mouton, une brebis, une chèvre, un bouc, il y avait tout ça ici. Vous n'êtes pas sûr? Vous n'êtes pas très ferrant en animaux. En fait, la ferme traditionnelle, ça ne vient pas d'ici. Il n'y avait pas ça ici. Fait que là, mouton, ça va venir sheep. Fait que c'est le mouton noir. Il y en a juste ça. Ils n'ont pas en fait l'emprunt pluriel. Fait qu'ils ont juste vu un mouton. Ça devient un zip, là, c'est la même chose. Fait qu'il y avait juste un mouton. Fait que c'est sheep. Ils n'en ont pas vu plus. Ils ont dit, ouais, mais c'est parce que c'est pareil en anglais, sheep, sheep. Ouais, mais là, ils ont mis sheep. Il y en a juste un. Fait que c'est le mouton noir. Puis là, ils n'ont pas fait de différenciation où le dictionnaire ne le spécifie pas. Azib, c'est la brebis aussi, ça va Azib quoi. Les chèvres, il y avait tout ça ici. Les chèvres de montagne, on n'avait jamais vu ça. Si vous n'avez jamais vu, jamais entendu parler, c'est parce qu'il n'y en avait pas. Mais des chèvres, c'est très ferme, mais il n'y a pas de chèvres sauvages. Ça vient de l'anglais aussi. Goats et de goats. Là aussi, il y avait plusieurs chèvres. Puis un bouc qui ont gardé pareil, c'est goats. À part le mouton, les autres sont tout au pluriel. Le porc, est-ce qu'il y avait ça ici? Non plus. Fait que là, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a-tu pris par le français ou l'anglais?
La ferme, on l'a tout vu comme si on l'avait vu sur la côte est américaine par l'anglais. On a fait l'emprunt de PIX, qui vient de pigs. On a emprunté. Là, évidemment, ils ont classé avec part, j'ai mis porc et pic. Parce que ce mot-là, c'était mandat Wesso, puis c'est devenu conque, qui a été modifié. Puis conque qui est ici, c'est parce que on le voit, parce que c'est écrit d'une autre main, c'est en algonquin. Donc, je t'avais mon win, fait que le mot en Abénaki a disparu au profit. On a fait un emprunt à une autre langue algonquine qui appelle. Fait que là, notre PIX, puis là, on voit ici, c'est en Anishinaabe-Morin, notre Kokouche, puis aussi en Innu. Donc, PIX a été pris, puis l'autre, c'est Kokouche, donc un paire de cochons en quelque part. Le PIX 63, qui sont devenus PIX 3. Coq, est-ce qu'il y avait ça ici, des coqs ou des poules? Non, ça vient d'Asie aussi. Il n'y a rien qui vient d'ici. Ahamo, ça serait une poule, mais dans le fond, c'est un oiseau femelle, disons, plus. Fait que là, on dit Ahamo non balra, ça serait oiseau femelle, oiseau mâle. On a pris ça. Là, une poule, c'est Ahamo squala. Fait que là, il y a un peu de confusion à ce niveau-là. Mais le seul gallinacé qu'on pourrait avoir dans une basse-cour maintenant de nos jours, c'est le coq d'Inde. Lui, il vient d'ici, il ne vient pas d'Inde. C'est comme un peu comme le blé d'Inde. J'ai entendu parler du blé d'Inde, mais il n'y a pas de l'Inde, il vient d'ici. Je pensais qu'il était en Inde, mais ils n'ont jamais été en Inde. Christophe Colomb n'est jamais allé en Inde, c'est perdu. Peut-être qu'il n'a jamais su qu'il n'était pas allé, non. Nahama, c'est la dinde que tu peux acheter à l'épicerie, c'est le descendant du dindon sauvage que maintenant on retrouve de nos jours, comme la fameuse grosse dinde noire qui est revenue. Ben oui, elle revient effectivement parce qu'elle vient d'ici, il y en avait avant, puis on a des mots pour ça, pour la décrire. Fait que là, ici, c'est pas mal le seul gallinacé qui s'est répandu à l'échelle mondiale qui vient d'Amérique, Nahama, puis le mot est resté pareil, évidemment. Désigner la dinde. Puis noix, Wombegilakwa. Wombegilak, c'est celui-là qui est un oiseau qui est blanc, puis qui fait référence à la loi domestique, mais qui pourrait être loi sauvage aussi, en même temps, mélange. Des chevaux, il y avait tout ça ici. As-tu déjà eu? Ben, au moment où les Européens arrivent, non, il n'y en a pas de chevaux, mais il y en a déjà eu avant. Mais le nom n'a pas été retenu, malheureusement. Fait qu'on a fait un emprunt, encore une fois à l'anglais, a horse. Fait qu'on a emprunté Hassel. De nos jours, c'est Asses, qui vient de horses, mais c'est un emprunt à l'anglais parce que le mot a été oublié. Et là, on se dit, ben, il y en avait des chevaux, ils ont tout oublié. Il y a des choses qui ont été retenues, qui sont assez étonnantes des fois, puis on voit que c'est quelque chose qui est millénaire et qui prouve un peu la présence autochtone avant le temps. Si on se demande, est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça, un éléphant? Oui. Est-ce que ça vient d'ici, les éléphants? Non. Il y a un mot pour ça, c'est Alephant, mais un éléphant, il y a quelque chose dans l'histoire qui peut déjà ressembler à ça? Un mammouth, un mastodonte avec du poil et tout. Il y a un nom pour ça, c'est Albascodon, c'est la lèvre qui roule. Mais ça, ils s'en sont rappelés, mais ça fait des milliers d'années qu'ils n'en ont pas vu, mais le mot s'est rendu. Pour le cheval, il y en avait aussi. Le mot, lui, ne s'est pas rendu. Fait qu'ils ont fait l'emprunt. Ça, c'est un peu un historique. Là, si on regarde un chat, il y a ça des chats. Non, d'habitude, il n'y a pas de chat, puis on n'en trouverait pas d'habitude. C'est considéré diabolique. Bon, c'était considéré diabolique, les chats. Il n'y en avait pas. Qu'est-ce qui ressemble le plus à un chat dans la nature ici? C'est quelque chose qui ressemble à ça. Un lynx, oui, c'est une bonne réponse. Il ne faut pas freiner nos idées. C'est un lynx. Dans le fond, ce que ça dit, c'est un petit lynx. Le lynx du Canada, le gris, là, avec les agrènes. Pezois. Fait que ce qu'on dit, c'est pezois. Plus tard, ce mot-là a été changé pour minowis, qui vient de. Le is, c'est diminutif, fait que c'est minou, le petit minou. Pourquoi? Probablement que quand on commençait à faire plus de l'agriculture intensive, le fait de crier il y a un petit lynx dans la cour, probablement que les gens devaient être un peu nerveux pour le poule. Tu sais. Ah non, il y a encore un petit lynx, fait que probablement qu'on a changé de nom pour ça, parce que littéralement, ça dit petit lynx. Fait que il y a des changements à travers le temps. Des chiens, il y avait tout ça ici, des chiens. Oui, il y en avait des chiens. Il y en avait. Donc, ça, c'était Almus, le mot est resté pareil. Donc, pas besoin de faire un emprunt pour ça, parce que c'est un des seuls animaux domestiques qu'il y avait. Là. Lui, ça existait des animaux domestiques, les chiens, ça en est un domestiqué. Puis, des rats, il y avait tout ça ici. Ça vient des bateaux. Ça vient des bateaux. Puis là, à cette époque-là, c'était Wambekosso. Puis de nos jours, c'est devenu Tsewambekossus, parce que c'est comme un rongeur blanc. Ça serait comme la souris si je disais Wambekossus de nos jours. Tsewambekossus, ce serait le rat. Donc, une grosse petite souris.
C'est assez étrange, mais il n'y avait pas de rat ici. Fait qu'il a fallu décrire ce que ça avait l'air, mais ils ont décrit par rapport à la soupe. Si on mange, on va trouver des affaires exceptionnelles là-dedans. On va trouver différentes choses. On pourrait prendre du miel, il y avait tout ça ici, mais si on regarde ici, c'est molasses. Fait qu'il n'y a pas de miel ici. Puis ils ont fait l'emprunt, fait qu'ils ont mélangé ensemble le miel et la mélasse, qui sont deux produits distincts, mais qui devaient se ressembler beaucoup à l'époque. On a fait l'emprunt à molasses. Du sucre, est-ce qu'il y avait ça ici, du sucre? En fait, on a un emprunt à sugar, donc de l'anglais. Donc, la première fois qu'on a vu du sucre de type européen, c'est par l'anglais. On dit, il y avait du sucre d'érable. Probablement pas, ça reste le test à faire. Tout d'un coup, si je m'achète un érablière, je fais le test. À quel moment tu peux arriver? En fait, comment tu peux arriver à faire, par exemple, du sucre d'érable sans avoir accès à du métal? Du métal, c'est facile, tu fais bouillir l'eau d'érable à l'infini. À cette époque-là, tu n'as pas de métal. Est-ce que tu es capable de rendre ça en sucre d'érable ou en sirop? Probablement pas, parce que c'est des contenants en écorce. Donc, c'est de voir qu'est-ce que ça représente exactement, Maquan. On sait que c'est sucré, mais souvent, ça va être nommé comme de l'eau d'érable, pas plus. Donc, c'est quoi le niveau de transformation? On ne le sait pas. Donc, ça reste quelque chose pris. Puis quand on parle de quelque chose de sucré, fait référence à sugar encore ici. L'avoine, lui, vous avez vu le mot tantôt pour a horse. Donc, c'est du grain pour des chevaux. Fait qu'il n'y avait pas ça ici, des céréales comme ça. Donc, c'est un emprunt encore. Donc, on dit c'est un genre de grain ou de petits fruits pour les chevaux. C'est ça qu'ils donnaient avant les gens. Au lieu d'avoir un auto, c'est comme avec de l'essence avec du gros octane. Ils donnaient de l'avoine à leur cheval qui aille plus vite, qui avance plus vite. C'est associé directement ça pour les chevaux. C'est ça que ça dit là-dedans. Puis évidemment, l'avoine sauvage, c'est comme le blé, mais le blé, il n'y en a pas vraiment. C'est peut-être du riz sauvage, mais c'est tout mélangé. On voit qu'ils ne pensaient pas tant de temps que ça à faire pousser ça. C'est devenu de nos jours l'avoine, puis assez souvent l'avoine de l'avoine, évidemment. Le blé, il y avait ça du blé ici, English corn, c'est assez clair. On sait d'où ça vient. Puis on lit plus loin, farine de blé François, English cornea, ça serait de la matière de English corn. Fait que on sait que ça passe par l'anglais plus qu'ammonia. Il y en avait de la farine, mais c'est de la farine de blé d'Inde, donc de maïs. Il y en avait, donc ce qu'on produit à partir de ça, ça va être, on peut faire du pain, mais ce ne sera pas comme un pain de type européen. On est capable de faire de la farine. Là, souvent, vous avez peut-être appris ça dans votre jeunesse, à l'école, au primaire, algonquien, chasseur-cueilleur, iroquoien, agriculteur. Mauvaise réponse, c'est rempli d'affaires d'agriculture là-dedans sans arrêt. Ils sont obsédés avec ça. Donc, langue algonquienne, fonds d'agriculture, ben oui, l'école t'a menti. Alors, tiens ça. Puis même si on regarde dans le mot pour pain, là, il y a abonne qui vient de bonne, de l'anglais. Fait que le pain, là, normalement, il devrait appeler ça Quasigan, on va le voir plus loin. Quasigan, c'est comme le pain, la bannique. Mais en fait, la bannique, c'est bannock, ça vient d'Écosse. Pas le même produit, mais ils ont associé ensemble. Plein des associations. Là, vous voyez la confusion qu'il y a avec les grains. De nos jours, c'est un peu n'importe quoi. De l'eau, c'est assez de base. De l'eau, il y avait de ça ici, oui. J'espère. J'espère, sinon le monde serait mort, mais bon, ça me donne un peu une idée, mais bon. De l'eau de nebé, il y a même de l'eau de vie, c'est quelque chose d'important, fait que c'est de l'eau qui t'arrête. Fait qu'on a décrit qu'est-ce que c'est de l'eau de vie. Là. Tu vois, tu pensais que c'était de l'eau, puis c'est de l'eau de vie, ça va t'arrêter un peu. C'est ça que ça dit un peu. Puis il y a des boissons, mettons, cannabis qui a changé de nom, qui est devenu labial, et du cidre, le cider, mot anglais, mais Tsiganapé, c'est une sorte de petite pommette, parce qu'il n'y a pas de pomme ici, donc tu n'es pas capable de faire du cidre. Du vin Macobagac, c'est du liquide rouge, fait que probablement qu'ils ont décrit l'objet parce qu'ils n'étaient pas dans le décrit autrement. Du vinaigre après ça, ils ont pris vinegar, il y a du vinaigre. Puis là, du pain Quasigan, puis là, c'est là qu'il y a de la confusion, si vous disiez cuit sous la cendre ou autrement que dans le four, puis c'est dit aussi du pain cuit au four. C'est quoi? C'est tout et rien en même temps. C'est assez grande confusion qui règne à ce niveau-là, mais on a Abon aussi qui est utilisé là-dedans, qui réapparaît ailleurs, puis Quasigan. Donc, Quasigan, c'est comme plus le pain traditionnel, ça fait avec la farine de maïs, puis l'autre, ça serait plus du pain d'origine européenne à Bonn. Je veux pas. Des objets de modernité, parce que je vais accélérer un peu, pas trop. Compass, qui vient de compass pour une boussole. Il n'y en avait pas. Puis là, ailleurs, il l'appelle bike sur son gamme. Dans le fond, c'est un truc pour mesurer, dans le fond, le soleil, savoir l'heure qui, parce qu'il n'y en a pas à l'époque. Marteau, lui, il va évoluer parce que c'est devenu une boussole. Il ne l'a pas mis. Marteau, il a mis hammer. Donc, plusieurs c'est devenu malto. Fait que là, il y a eu un changement au niveau à ce niveau-là. Bouteille, il n'y a pas de bouteille non plus.
Potanya, qui vient probablement de Potanya, bouteille, prononcée d'une façon assez étrange. Puis, vu que en fait, le jésuite Aubry était un joueur de gambe, une viole de gambe, un genre un instrument entre le violon, disons, et le violoncelle. Il s'est fait un nom pour ça. Le nom Egan, c'est à ce moment-là quelque chose, il faut que tu donnes des coups dessus par rapport à l'archet. Puis plus tard, ça va évoluer en violon, mais ça veut aussi une radio, un orgue, un violon, ça va être tout dans la même catégorie. Parce que c'est de l'affaire qui fait de la musique, puis c'est de l'affaire qui donne des coups pour faire la musique. On a utilisé le même terme. Là, les métaux, il n'y en avait pas, fait que là, ils ont été monnaie pour argent. Solian, c'est une sorte de Solian monnaie. Wizanwigit monnaie, ce serait de l'argent jaune. Donc, on a fait un emprunt. Fait que l'argent, il n'y en avait pas, on le voit. Il n'avait pas exploité ça. Du fer, du cuivre, du bronze. On a, je les mets là vite, là, mais ici, dans le fer, il y a iron caché. Donc, des fois, on ne les voit même pas. C'est ça qu'il faut se méfier en regardant. Puis là, sous-marqué. Et sous-marqué NIA, donc matière de sous-marqué, qui est une monnaie d'époque qui est en bronze. Donc, vous voyez ici, il y a comme ça. Je ne vais pas vous s'obséder avec ça, un petit fer, vous voyez comme un peu. Il y a iron caché ici quelque part. Il faut le savoir un peu. Si on va au 20e siècle, souvent les gens ont travaillé tout seuls. Pour les dictionnaires jésuites, on voit un peu une évolution à travers le temps des usages par rapport au 20e siècle. On voit des évolutions là-dedans par rapport à ce qu'ils ont dit eux, parce que la langue évolue, puis comme le français aussi, ça évolue, l'anglais, toutes les langues évoluent. C'est le même principe. Ces gens-là, pour les jésuites, il y a des documents dans d'autres langues. On n'a pas d'idée exactement. Il y a un nom d'auteur qui est associé, mais il y a vraiment plein de monde qui travaille en arrière. Parce qu'on a vu là, c'est une version comme travaillé, recopié, mis en ordre alphabétique. Donc, il y a eu d'autres versions avant. Nous autres, on a juste accès à la dernière version-là. On est chanceux dans le cas du document que je t'ai montré parce qu'il aurait dû brûler en 1759, mais un curé l'a emprunté, qui était le curé de Yamaska. Et grâce à ça, pendant qu'il a emprunté les documents, le village brûlait, donc les documents étaient sauvés parce qu'ils les avaient empruntés. Mais c'est souvent du travail qu'on va retrouver individuel, les gens sont pris à travailler eux-mêmes. Puis là, ce qui est différent avec les autres langues algonquiennes, c'est que très tôt dans le temps, les Abénakis vont s'intéresser à leur propre langue, l'écrire, et il va y avoir des gens qui vont être assez érudits pour travailler là-dessus. Puis ils vont être aussi confrontés à la modernité. Je peux prendre un exemple, lui, Henry Lord Masta, dans ses loisirs, dans ses loisirs, pendant longtemps, il était le maître d'école, donc enseignait aux Abénakis, en Abénaki, lui-même est un Abénaki, et a fait du travail, évidemment, pendant des années pour enseigner. Puis après, quand il a arrêté d'enseigner, il n'y a plus d'école en Abénaki. C'est le dernier professeur en Abénaki qui a existé. Dans ses loisirs, à sa retraite, au lieu de faire son arbre généalogique, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il dit, je vais faire quelque chose de plus intéressant. Je vais prendre le dictionnaire Larousse, je vais le traduire. Mais à cette époque-là, dans les années 30, au 20e siècle, c'est une épreuve, puis il a fait ça tout seul. Comme la plupart du temps, les gens, on remarque qu'ils ont l'air à travailler tout seul. Lui, il y a peu de retouches. Ils doivent questionner. Évidemment, les jésuites questionnent les gens autour, mais souvent, ils n'ont pas l'air d'avoir eu accès à plein de gens, puis on a une parcelle d'informations, c'est tout. Lui, il s'est ramassé à, évidemment, il connaissait sa propre langue, mais il avait été à l'école. Fait que là, il parle en anglais, en français, en abénaki, en latin, en grec, parce qu'il fait son cours classique. Et il va analyser sa propre langue, puis il va prendre des concepts qui sont extrêmement modernes, de la modernité du 20e siècle, puis il va les traduire. Soit il va associer avec des choses qui existent déjà, puis là, j'ai pris le Larousse parce que c'est ce qu'il a probablement utilisé. Un moteur, il a dit machine. Il ne voulait pas se casser la tête. Il a emprunté à machine en français. Il a compris le principe. Là, il était confronté à Mahomet, puis en fait, le Coran. Il a dit Mahomet, son livre. Mahomet, Odawakegan, son livre. Parce qu'il n'était pas capable de décrire ça autrement. Je ne sais pas pourquoi le Coran était rendu avec un cas non plus, mais bon, c'est quelqu'un qui travaille tout seul. Il faut se rappeler, c'est les gens qui sont confrontés à la modernité ou à la traduction sont tout seuls tout le temps. Qu'est-ce que je vais dire? Là, je fais un emprunt où je décris. Là, dans le cas précédent, il a fait un emprunt. Là, il a décrit. Un pygmée. Là, on a la description de ça, un peuple mythologique. Qu'est-ce qu'il s'est dit? Il dit, ça ressemble à quelque chose que je connais. Je dis Muscaco de mousse. Puis là, si on regarde Muscaco de mousse, c'est une petite créature des marécages. Il a considéré
de par ses connaissances à lui, que c'était la même affaire. Fait que c'est pas cassé la tête. Il a pas essayé de le décrire, il dit, tiens, c'est quelque chose qui a l'air pareil, moi, mettre ça. Fait que c'est sa conception à lui de l'affaire. Quelqu'un aurait dit, ben ouais, ça n'a pas d'allure, qu'est-ce que tu as dit? Il est tout seul à faire ça. Fait qu'il travaille là-dessus. Du xérès, pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est du vin. Fait que là, qu'est-ce qu'il s'est dit? Ben, du vin, on l'a vu tantôt, Marco Bagac, on dit, c'est pas Kick. C'est du vin qui vient de la terre de l'Espagne. Donc, il a décrit, mais c'est vraiment ça du xérès, ben, il était confronté à ça. Pourquoi il a choisi? Parce que dans le Larousse, dans les années 30, il y a peut-être 30 000 entrées dans le dictionnaire. Lui, il en avait à peu près 5 000. Pourquoi il a sélectionné ça-là, puis il ne l'a pas coupé? Des fois, il coupe, des fois, il garde. On ne sait pas trop pourquoi, mais il faut toujours se dire, il est tout seul, il est confronté à la modernité. Qu'est-ce qu'il va faire? Une momie. Là, il aurait pu avoir la définition. Il n'était pas capable d'avoir un mot pour ça. Ça n'existait pas dans sa culture, fait qu'il a décrit. Matina Wenoin, quelqu'un qui est mort, que quelqu'un a mis du médicament dedans pour pas que son corps se défasse. C'est une description. OK, ben c'est un choix. Il aurait pu le dire autrement, il a décidé de dire ça comme ça. Fait que, hey, c'est pas un mot. Non, c'est une description parce que ça n'existe pas autrement. On ne peut pas le décrire. Là, souvent, les gens se plaignent que c'est donc bien long. Écris-le en dessous en français, l'équivalent, c'est comme 2-3 fois plus long tout le temps. C'est souvent la crainte avec la Benaki. C'est donc bien long, oui, mais c'est des phrases, ça dit tellement d'affaires. La phrase en français est 2-3 fois plus longue. Un musée, qu'est-ce qui se passe dans un musée? Il aurait pu dire, ben, à une autre époque, les musées, c'est parce qu'il y avait plein de momies là-dedans. Il aurait pu dire, c'est une place qui a des momies. Là, il a dit, c'est là, il y a des affaires extraordinaires. On peut voir des choses extraordinaires. C'est une assez bonne description, mais il aurait pu prendre autre chose. Il ne s'est pas nécessairement fié à la description qu'il y avait dans le Larousse. Il est allé, ben, des affaires extraordinaires, des affaires qui sortent de l'ordinaire, qu'il a mis là-dedans, qui est une option qu'il a décidé. Quelqu'un d'autre pourrait dire, non, il fallait parler des momies. Il n'a pas mis les momies là-dedans. Il les a pas mis, effectivement. Puis un parc, là, qu'on voit un peu que ça évolue ça à travers le temps, parce que notre conception d'un parc, à notre époque, c'est avec des jeux d'enfants, puis peut-être de l'eau, quelque chose. Là, ça parle d'animaux. On prend soin des animaux sauvages. Donc, dans le fond, c'est un zoo. Il fait référence à un zoo, mais lui, il appelle ça un parc. Le mot pour un parc, maintenant, ça a parlé par Québec, ça a changé. Mais à cette époque-là, sa description correspond à quelque chose de l'époque. Fait que des fois, il se tient avec ce qu'il y avait à l'époque, des fois non. Il interprète, mais ça reste l'ouvrage d'un seul homme. Là, qu'est-ce qui se passe au 20e siècle? Ben, là, évidemment, c'est Gordon Day, c'est un chercheur qui a travaillé sur la langue abénaquise, on peut le voir ici. Qu'est-ce qu'il a fait? Ben, encore une fois, il était confronté à la modernité. Là, évidemment, c'est pas clair exactement qu'est-ce qui va se passer parce que lui, ce qu'il a fait, le dictionnaire est sorti posthume, donc c'est pas vraiment son dictionnaire, c'est ses notes de travail qui ont été copiées et qui ont fait un dictionnaire avec. C'était peut-être pas une bonne idée parce qu'il y a de la confusion en masse. Là, un automobile, ça peut être aussi un avion en même temps. C'est parce que c'est quelque chose qui se déplace tout seul. Il y a un autre nom, c'est Wagon pour ça. Lui, il a fait affaire avec des locuteurs, puis il a noté ce qu'ils ont dit, puis ça a resté comme ça, puis il est mort, il a dû terminer les années 70, puis il est mort en 93, ça a sorti en 94, ils ont juste copié ses notes. Fait que là, ça, c'est ses notes de travail. Peut-être que si on repassait à travers, qu'on écoutait les enregistrements, on pourrait dire, ben là, lui, il disait ça, l'autre, non, il disait ça. Fait que là, il a tout mis ensemble, puis on n'a pas d'idée qu'est-ce qui est quoi. Fait que là, évidemment, Wagon, celui-là que j'utilise quand j'enseigne, Wagon, c'est comme wagon, évidemment, de wagon de feu. Un wagon de feu. C'est ça que ça dit, littéralement. L'autre, c'est une affaire qui se déplace tout seul. Un wagon, évidemment, qui est un emprunt. Une locomotive, là, cars, qui vient de cars, on dope la tête des chars, parce qu'avant, les trains appelaient ça des chars, donc c'est le char, cars. Puis des fois, on va voir passer cars pour un automobile, mais c'est pas ça. Fait qu'il y a comme de la confusion aussi. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y a de la confusion? C'est que moins tu as de locuteurs, moins ta langue peut vivre, puis se développer, puis décider des choses. Parce que c'est comme tout le temps des décisions faites par une, deux personnes qui disent ça. On a juste un portrait là. Puis les documents qu'on voit ne s'adressent jamais à nous. C'est ça qui est intéressant. À part peut-être le document de Day, puis peut-être de Masta, ils ne s'adressent pas à nous. Ils ont tout le temps un autre public. Parce qu'il y a plein d'Abénakis qui ont écrit des choses, puis ça s'adresse tout le temps à des publics particuliers. Il y en a un, c'est son manuel scolaire. Ça ne s'adresse pas à nous, c'est pour des enfants qui parlent abénaki, qui ont genre 6 ans. C'est pas pour nous. Il y en a un pour Joseph Laurent, c'est pour les abénakis, pour qu'ils apprennent l'anglais pour aller vendre des paniers. Ça ne s'adresse pas à nous. Là, dans le cas de Masta qu'on a vu, Aubry ou les suites, eux autres, leur message, c'est pas pour nous non plus, c'est pour ceux qui suivent après.
Fait que là, quand on est rendu à Gordon, on est peut-être rendu proche de ça. Une radio, comme je l'ai dit tantôt, là, on Backtaigen, un mégaphone. Donc, il y a de la modernité, mais on prend des trucs. Donc, ça, c'est un coquillage. Là, fait que ça vient d'un coquillage. L'autre, c'est à la fois le piano, l'orgue, la radio, puis le violon. C'est tout pareil parce que ça fait de la musique. Puis le téléphone, c'est celui qui raconte des histoires. Fait que là, on décrit qu'est-ce que c'est l'objet. À l'époque, il y avait des lignes partagées. Donc, un coup, c'est chez vous, deux coups, le voisin, trois coups, l'autre après. Fait que dès que ça sonne, tu réponds pendant tous les potins. C'est ça que ça dit un peu. C'est l'histoire derrière du téléphone. Puis des photographies. Évidemment, c'est à une autre époque où il fallait rester positionné à un endroit. Fait que ça décrit, ça s'en vient, là. Fait que là, tu restes assis là, t'attends, puis la photo s'en vient graduellement. Un vieux Polaroid, ceux qui sont plus âgés. Un télescope pour voir quelque chose, un avion, un d'autres mots pour ça. Puis là, je voulais vous montrer comme une version un peu de travail, parce que moi, je suis confronté aussi avec le fait que moi-même, c'est pas ma langue maternelle, ça, c'est le problème numéro 1. Le problème numéro 2, c'est quand j'ai affaire à la traduction, souvent, il n'y a pas de mots pour des concepts très modernes. Puis là, on va prendre un exemple. Je vais prendre l'exemple de Québec solidaire. J'ai traduit ça. J'ai traduit plein d'affaires, mais là, je vais vous montrer celui de Québec solidaire. Je pense que je l'avais ouvert ici. Québec solidaire m'a demandé de traduire leur espèce de plateforme. Fait que là, vous pouvez aller, il est en ligne, il faut regarder l'adresse. Ça a été traduit. Fait que c'est la première fois que Gabriel et Manon parlent en Abénaki. Parce qu'ils parlent, vous pouvez voir, ils citent carrément, regardez, ils parlent en Abénaki maintenant. Je les ai fait parler. Évidemment, quand on regarde ça, on dit OK, wow, bravo, mais encore. Je suis un peu pris, je pourrais dire, comme, mettons, Henry Lord Masta qui était assis dans sa cuisine, probablement à Ottawa, genre en 1930, avec sa fille. Puis là, il est pogné pour traduire le dictionnaire Larousse, puis il est confronté à ça, c'est quoi, il faut que j'écrive des affaires. Mais lui, il a une base parce que c'est sa langue. Fait pour créer des mots, il est mieux positionné que moi. Moi, à quel genre de mots vous pensez que je suis confronté en regardant là-dedans? Vous n'avez pas d'idée? Hein? Oui, il va y avoir plein d'affaires de même. On va les regarder là. Fait que là, c'est comme, OK, C'est bien beau comme ça, il y a souvent plein d'erreurs en plus parce que personne ne va me réviser. Sous le temps du travail individuel, il n'y a personne qui veut se taper ça. Ça m'a pris une semaine à traduire déjà. Mais là, pour voir un peu quel genre de choses j'ai eu à traduire, c'est super beau. Mais il me donnait genre une semaine pour faire ça, ce qui n'avait pas d'allure. Mais bon, j'ai dit non, je n'entends pas de faire ça vite. Je ne sais pas si c'est encore à l'écran. J'ai fait une traduction, puis là, vous avez genre le vocabulaire. Depuis 4 ans, Manon Lancé qui avait dit forme d'alliance intergénérationnelle redoutable. OK, le texte, c'est le même tout le temps. Fait que là, on est ensemble, puis là, c'est des choix qu'il faut que je fasse, moi, genre, comment je vais décrire des situations qui sont extrêmement modernes. Intergénérationnelle, c'est quoi cette affaire-là, déjà? Planétaire, François Legault, nanana, les principes. La crise climatique, justement, comme vous avez mentionné ici. Comment je vais décrire ça? Il n'y a pas de mots pour décrire ça. Fait qu'il faut que je trouve des alternatives. La météo qui change. Ça, météo qui change, ça pourrait être associé à un discours qui est à l'opposé de ce qu'il raconte. Fait que là, c'est un problème. Qu'est-ce que je vais dire? Crise climatique. Le climat, c'est comme comment c'est le jour, dans le fond, c'est ça que tu dis. Fait que déjà, le jour, qu'est-ce qu'il y a? Il fait beau, qu'est-ce qu'il y il fait soleil. Mais là, crise climatique, c'est la météo qui change, mais la météo qui change, c'est comme l'argument de ceux qui sont contre ça, qui disent non, c'est juste la météo qui change, il n'y a pas de phénomène global. Fait que là, premier problème, c'est genre, j'ai lancé la traduction, je vais mettre ça, mais là, oui, mais là, c'est parce que si quelqu'un trouve ce document-là, puis l'analyse, il va dire hey, vous êtes rendu, vous niez les changements climatiques. C'est un problème éthique à ce niveau-là. Donc, je leur ai demandé je leur ai demandé à leur avocat de réviser. Ils m'ont dit que c'était bien magnifique, fait qu'ils n'ont pas réalisé. Mais normalement, c'est sûr, la version en Abénaki, là, ils ne savent pas, il n'y a personne qui peut lire ça, à part quelques personnes sont capables, mais l'analyser, ils vont avoir de la difficulté. Puis là, j'ai dit, j'ai mis ici la façon que je traduis, la phrase originale, la traduction littérale de chaque mot. Je dis, il n'y a pas de mot pour décrire ça, pour qu'ils sachent que ça allume une lumière, puis la version en Abénaki ici. Donc, là, ici, on est confronté avec des cas de modernité qu'il faut que je trouve des traductions qui ne veulent pas trop dire le contraire. Celle-là, c'est la plus douteuse, disons, de tout le lot, parce qu'elle ne représente pas leur idée, probablement, de ce qu'ils veulent dire. Mais il n'y a pas moyen d'expliquer ça. Puis là, après ça, quand tu essaies de leur expliquer, c'est comme moi, il n'y a pas de mot pour tout ça. Les gens ne comprennent pas. Puis là, je dis, environnement, là, juste en français, le mot environnement, ça date de quand, ça, exactement? Vous avez une idée?
C'est extrêmement récent dans le temps. C'est un concept parce que si on recule, il y a genre pendant 100 ans, on dit environnement, le monde va regarder autour d'eux. C'est un concept qui est association, donc c'est récent dans le temps. Ce qui se passe ici, c'est je suis confronté l'accès à la crise du logement, on a trouvé des maisons, le système de santé, je vais obligé de parler des hôpitaux. Les peuples autochtones ont dit ah, c'est facile, ça. Non, il n'y a pas de mot pour ça. C'est que chaque groupe a un nom, puis le reste, il n'y a pas une entité qui représente tout. Il n'y a pas de mot qui représente tout ça. Qu'est-ce que je dis? Je vais dire que c'est des êtres humains, mais c'est le mot pour désigner les Abénakis. Du monde ordinaire. Ça va être ça, puis je conclue mettons. Oui. Est-ce qu'il y a des emplois dans les autres langues? Il y en a qui sont encore vivantes, qui vont être justement. En fait, le problème, c'est que c'est à peu près tout le temps les mêmes personnes qui vont traduire, puis sont confrontés au même problème, mais on ne se connaît pas, puis on est en train de travailler, il faut mettre en place comme une organisation pour avoir une idée, justement, comme tu dis, dans d'autres langues, ça vient encore. Qu'est-ce qu'ils ont choisi de décrire? Comment ils ont choisi de décrire ça, ces situations-là? Qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'il y a des trucs, on va plus loin, là. L'alternative à la CAQ, il y a des trucs là, plus sur le territoire, développement, conservation de ressources naturelles. Il n'y a pas de mot pour juste la nature, ça n'existe pas. C'est un concept moderne, européen, occidental. Il faut que je dise région sauvage. Tu sais. Mais probablement dans d'autres langues, ils vont dire ah, dis telle affaire, ça veut dire ça, c'est le même qu'on l'a pensé. Puis si je prends l'exemple, mettons, un film, un film comme au cinéma, là, le mot pour ça, mettons, en Atikamekw, ils en ont un, puis c'est comme une boîte qui fait de la lumière blanche. Ça fait référence à un événement historique dans le temps. Une autre nation va avoir une autre interprétation de l'affaire, mais en pigeant là-dedans, ça me rapprocherait un peu plus parce que moi, ce que je prenne, c'est ce que j'ai. C'est pas ma langue maternelle, fait que je peux pas faire de lien avec d'autres choses, puis essayer de voir comment ça peut être décrit. Puis c'est toute la conception du monde à travers la traduction, c'est ça qui est difficile à saisir, disons exactement, de comment je vais traduire le monde en Abénaki parce qu'il faut que je décrive des choses. C'est rempli de ça, que ce soit des trucs plus modernes, même les pensionnats, racistes systémiques. Là, j'ai dit, je vais piger dans ce qui est connu ailleurs, je ne sais pas trop. J'ai pris le concept d'apartheid, qui était la séparation, qui est une forme de racisme. Il n'y a pas de mot pour ça. Probablement quelqu'un a dit non, on dit que tu as d'affaires, ça serait bien mieux. Mais évidemment, personne pour me réviser en Abénaki, donc ça choisit le choix écologique, choisissons région sauvage. J'ai pas d'autre option à travers ça, c'est ça qui me bloque. L'environnement, là. Vous pouvez regarder un peu, il y en a des plus pénibles quand c'est plus économique. Là. On ne mettrait pas trop. Crise du logement, non, c'est ça. Là. Un plan crédible ambitieux. Les loyers, hausse des loyers. Je ne sais pas, il y en a un qui est freiner la hausse du coût de la vie, là, qui est pénible. Sur la santé, les délais d'attente. C'est tous des concepts difficiles à traduire. Là. Je pourrais penser à changement climatique, que je l'avais, c'est genre, il faut faire chaud, ça fait peur. Là. Seulement que je peux traduire ça pour que je le trouve. Donner une idée, c'est extrêmement long et pénible, c'est tout le temps du travail. Fait qu'à travers le temps, la modernité, il faut tout le temps s'adapter. Puis en français même, c'est le même principe. Souvent, ils vont piger dans les racines grecques ou latines, mais dans les langues autochtones, tu es déjà dans le grec ou le latin. Fait qu'il faut que tu creuses dans ce que tu sais. Puis il faut que tu dises, c'est le même que j'interpréterai la chose, puis je vais le représenter comme ça. Puis des fois, ça fait des phrases extrêmement longues où ça développe. Mais si vous regardez quand même le texte, quand même pas tant plus long que ça qu'en français. Là. Il est pas mal pareil. Ou il suit. Ça donne une idée, mais bon. Il y a du matériel scolaire. Le revenu, le salaire minimum. En tout cas, c'est tous des concepts comme ça expliqués qui sont un peu complexes. Je pense que ça fait pas mal le tour, parce qu'on n'était pas au salut. Même ça, oui.